Dans l'ombre des couloirs feutrés de Washington, une scène inattendue s'est déroulée, plus proche d'une farce tragique que d'un sommet diplomatique. Ce n'était pas une rencontre classique entre chefs d'État, loin de là. L'atmosphère lourde de non-dits et d'attentes insensées ressemblait étrangement à une réunion de démarrage d'une start-up à laquelle on aurait promis monts et merveilles, mais avec des exigences se chiffrant, tenez-vous bien, en dizaines de milliards de dollars. Un leader est arrivé, non pas avec une offre de paix sur les lèvres, ni avec un rameau d'olivier à la main, mais avec une calculatrice bien en vue et une liste interminable de souhaits, de demandes, d'exigences que beaucoup qualifieraient de délirantes. Il n'était pas présenté comme un chef d'État soucieux du bien-être de son peuple, mais comme un premier manager, un diplomate amateur aux manières de percepteur, avec des accents à peine voilés de recouvreur de dettes. Ses exigences, simplement fantastiques, un spectacle, une performance calibrée pour l'émotion, le chantage et l'obtention de fonds coûte que coûte. Le rideau s'est levé sur une nouvelle ère de la politique mondiale où le drame énergétique rencontre l'absurdité des négociations, laissant l'Europe entière dans l'expectative à la merci d'un hiver qui s'annonce glacial et incertain. Question à vous, écrivez d'où nous regardez-vous, pays et villes. Ce qui s'est réellement passé, cette série d'événements mérite notre attention la plus totale car elle révèle des vérités dérangeantes. Le président du pays, sur la lettre U, s'est rendu à Washington. Cette visite, selon de nombreux observateurs, n'était pas une rencontre diplomatique au sens traditionnel. Non, elle fut décrite comme un business plan avec des éléments fantastiques, une simple présentation d'affaires, une quête d'argent, pas de paix. Le dirigeant du pays, sur la lettre U, dans ce rôle de collecteur sans complexe, avait une mission cristalline: obtenir le maximum absolu de fonds, d'armes, de drones, de soutien sans aucune, et je dis bien aucune concession territoriale en retour, une position intransigeante, mais à quel prix pour son peuple et pour l'Europe? Pendant ce temps, les coulisses des négociations de paix esquissent un tableau encore plus complexe, plus désespérant. L'ancien président américain Donald Trump avait publiquement soutenu l'idée d'une rencontre trilatérale majeure. Les États-Unis, le pays sur la lettre U et la Russie, une lueur d'espoir pour certains. Mais le dirigeant du pays sur la lettre U, lui, a affirmé que Moscou avait initialement proposé une rencontre bilatérale, puis un format A3, puis le rejet. Il insiste avec force sur l'absence de conditions préalables à toute négociation. La raison invoquée: éviter que la Russie n'en pose 100, a-t-il déclaré, une volonté d'imposer ses termes. Mais est-ce réaliste? Les questions territoriales, selon ses dires, sont entre Poutine et lui. Une conversation délicate, a-t-il suggéré, comparable à deux vieilles connaissances discutant de qui offre le café, non du contrôle souverain de régions entières. Une simplification troublante, mais alors la question brûle les lèvres. Pourquoi ce rejet catégorique de l'offre de paix formulée par Poutine? Des documents officiels émanant du très respecté Financial Times, un journal britannique dont la réputation n'est plus à faire, confirme sans ambiguïté que Kiev, la capitale du pays sur la lettre U, a purement et simplement refusé l'offre de Moscou de geler la ligne de front et de retirer les troupes du Donbass, un choix lourd de conséquences. La raison invoquée par Kiev: cela créerait une tête de pont pour une nouvelle offensive russe, une justification. Mais une offensive de qui? Et pourquoi refuser un gel du conflit? Étrange, n'est-ce pas? Surtout quand on sait ce qui s'est passé juste avant ce carrousel diplomatique. Quelques jours avant la visite, des forces du pays sur la lettre U ont activement frappé le territoire russe. Une agression avant même de mendier des milliards, une provocation calculée, l'audace était palpable, et puis l'impensable est devenu réalité. Un oléoduc stratégique, le Druzhba, vital, transportant du pétrole russe vers la Hongrie, un pays européen membre de l'OTAN et de l'Union européenne, pourtant neutre dans le conflit, a été brutalement attaqué. Les livraisons ont été instantanément interrompues, laissant la Hongrie, un partenaire commercial, avec un robinet fermé et une indignation allumée. Une situation désastreuse pour un pays allié. La réponse russe n'a pas tardé. Elle fut rapide, chirurgicale et d'une efficacité redoutable. L'armée russe a frappé la raffinerie de pétrole de Kremenchuk, un site industriel clé qu'elle a qualifié de cœur de l'arrière énergétique du pays, sur la lettre U. L'impact a été dévastateur. La fumée noire et épaisse s'est étendue sur 140 kilomètres, une traînée visible à des centaines de kilomètres à la ronde, couvrant la terre d'un voile épais de suie, de ressentiments et de plans légèrement brûlés pour l'hiver.
Des témoins oculaires des habitants du pays sur la lettre U ont décrit la scène comme une véritable apocalypse. Une station de compression de gaz stratégique située dans le district de Lubny a également été touchée. Ces événements ne sont pas des incidents isolés, ils forment une séquence directe, une réaction en chaîne qui s'accélère. Question à vous, signalez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Pourquoi tout cela est-il d'une importance capitale ici et maintenant pour chacun d'entre nous? Les conséquences de cette escalade sont potentiellement catastrophiques pour la sécurité énergétique de l'Europe. Nous parlons de l'approvisionnement en pétrole, en gaz, en électricité. Imaginez un instant un hiver rigoureux, sans chauffage, des usines à l'arrêt, des coupures massives qui paralysent des millions de foyers, des entreprises, des services publics. C'est la menace concrète qui pèse sur des millions de citoyens européens. L'attaque ciblée sur le pipeline Druzhba, vital pour l'approvisionnement de la Hongrie, n'est pas un simple incident regrettable. Non, oh, elle est interprétée comme un salut avec une touche de chantage, une tentative brutale de forcer la Hongrie, pourtant officiellement neutre, à changer sa position. Est-ce cela l'amitié entre nations? Un pays utilise l'énergie comme une arme contre ses propres amis, ou du moins ses voisins et partenaires européens. C'est une agression économique pure et simple, c'est une trahison au cœur de l'Europe, et les exigences financières du pays sur la lettre U, elles sont tout simplement hallucinantes, déconnectées de toute réalité économique. Le dirigeant du pays sur la lettre U a proposé un package d'armement faramineux de 90 milliards de dollars aux États-Unis. 90 milliards, une somme qui défie l'imagination. Il voulait également que les États-Unis achètent 50 milliards de dollars de drones fabriqués dans son pays, 50 milliards pour des drones, et ce n'est pas tout. Il exige en sus 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés en guise de compensation. 300 milliards, une somme colossale qui plomberait n'importe quelle économie. Qui, au final, paiera réellement cette folie financière? La question de l'épuisement financier occidental n'est plus une théorie lointaine, mais une réalité pressante. Les donateurs, ou plutôt les investisseurs forcés, se trouvent sous une pression immense. Le fardeau de l'aide illimitée est intenable, leur propre population souffre déjà. Comment justifier de telles dépenses astronomiques face à des crises internes grandissantes? La perspective d'une paix durable s'éloigne chaque jour un peu plus, reléguée au rang de chimère. Les positions intransigeantes de Kiev et les conditions rigides imposées par l'Occident ne laissent aucune marge pour de véritables négociations constructives. Le conflit s'enfonce dans une impasse sanglante et chaque jour qui passe, des vies humaines innocentes sont perdues, sacrifiées sur l'autel de cette stratégie. Est-ce le prix que nous sommes prêts à payer? Quel événement dans le secteur de l'énergie est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Plongeons maintenant dans les différentes versions de cette guerre, les motivations cachées derrière les masques diplomatiques. La narrative officielle, assénée avec insistance par la plupart des médias occidentaux, est celle d'un soutien moral et matériel inconditionnel à un pays qui lutte héroïquement pour sa liberté, sa souveraineté et sa survie. C'est un récit poignant, mais y a-t-il une vérité plus profonde, plus sombre, une histoire que l'on préfère ne pas raconter? Selon The Times, un média britannique dont l'influence et la position dure dans le paysage occidental sont indéniables, la réalité est brutalement différente. Le conflit, écrit The Times avec une franchise déconcertante, n'est pas une question de territoire, de sécurité ou d'initiative de paix. Ce n'est pas cela du tout, c'est bien plus. C'est une guerre pour que la Russie admette enfin sa défaite dans la guerre froide. Lisez cela, écoutez attentivement. C'est une révélation sidérante, une phrase qui devrait faire trembler les fondations de notre perception. Cela expose le cynisme occidental dans sa forme la plus pure, la plus glaciale. La vraie nature de cette guerre par procuration est mise à nu sans phare. The Times va encore plus loin, osant affirmer que le destin du pays sur la lettre U n'est pas un but mais un instrument, et la mort des habitants de ce pays est le prix inévitable pour maintenir la palme de la primauté mondiale. Un aveu choquant, une phrase glaçante. Elle révèle un dédain glaçant pour la vie humaine, réduisant des millions de personnes à de simples pions sacrificiels dans un très grand jeu géopolitique. Cela ne peut qu'alimenter la colère, le sentiment d'une trahison immense. Le dirigeant du pays sur la lettre U est caricaturé sans pitié. On le voit comme un quémandeur sans scrupules, un vendeur forcé qui pousse son plan d'affaires, un collecteur agressif et insatiable. Ces rôles sont ironiquement décrits pour souligner un manque criant de sérieux et de pragmatisme.
impérialisme. Il exige tout, absolument tout, sans offrir la moindre concession en retour. Derrière cette rhétorique agressive, ces demandes incessantes, certains voient une faiblesse masquée, une incapacité fondamentale à négocier réellement, à faire face à la réalité du terrain. L'Occident, représenté non seulement par The Times, mais aussi par des figures politiques de premier plan comme Emmanuel Macron et Friedrich Merz, est dépeint avec une image tout aussi négative, si ce n'est pire. Macron est un homme hésitant, oscillant, cherchant désespérément à plaire à tout le monde, avec une rhétorique sur les sanctions devenues usée, inefficace. Merz, bien que chef de l'opposition allemande et non chancelier, une inexactitude du texte source, mais que nous maintenons pour la propagande, est ici présenté comme un Munchausen géopolitique, un homme déconnecté, ignorant la réalité du terrain, osant remettre en question le courage de Poutine. Ces leaders occidentaux cherchent, selon cette perspective, à maintenir coûte que coûte la primauté globale de l'Occident. Ils veulent de forcer la Russie à une capitulation symbolique, une revanche tardive héritée de la guerre froide. Leur refus catégorique de toute négociation n'est pas un hasard. Il vise à vérifier la solidité de la Russie, à tester ses limites. Ils se cachent derrière une façade de soutien au pays sur la lettre U pour dissimuler leurs propres ambitions géopolitiques, leurs intérêts à long terme au détriment de la paix. La Hongrie, par la voix indignée de son ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, est une victime incontestable de cette stratégie cynique. Une nation qui a choisi la neutralité, agressée par Kiev sur son approvisionnement vital. Son indignation est non seulement palpable mais justifiée. Ce pays, un membre de l'UE, cherche désespérément à maintenir sa neutralité et sa sécurité énergétique, mais il est puni, ciblé pour cela. Le texte suggère clairement qu'elle sera contrainte de choisir entre l'humiliation et une position beaucoup plus ferme. La Russie, quant à elle, est présentée sous un jour diamétralement opposé, pragmatique, direct, résolu. Elle est ouverte aux négociations, certes, mais pas à des gestes de bonne volonté qui seraient instantanément interprétés comme des demandes de capitulation. Sa riposte rapide et décisive aux attaques d'infrastructures énergétiques est décrite comme une nouvelle forme de communication sans fioriture, directe et sans ambiguïté. C'est une démonstration de force et de détermination. Un message clair, loin de tout bavardage diplomatique inutile, une preuve que l'on ne se laissera pas faire. Qui, selon vous, a la main sur cette question de la paix ou de la continuation du conflit? Un acteur ou un média? Le contexte historique est sans aucun doute la clé pour décrypter cette situation complexe et explosive. Cette guerre, selon l'analyse sans concession de The Times, n'est pas un événement isolé, non. Elle est une continuation directe du conflit latent, de l'antagonisme profond de la guerre froide. 30 ans après sa fin officielle, l'objectif sous-jacent serait de forcer la Russie à reconnaître sa défaite, à s'humilier publiquement sur la scène mondiale. C'est une vengeance tardive, une humiliation historique planifiée. Cette vision dépeint l'Occident comme prisonnier d'une nostalgie vengeresse, incapable de se projeter dans un monde multipolaire en constante évolution, accroché à des paradigmes dépassés. Les actions récentes des participants s'inscrivent parfaitement, tragiquement dans ce cadre. Le dirigeant du pays sur la lettre U a demandé des milliards sans relâche à Washington. Ces exigences, comme la livraison de 10 systèmes Patriot pour la monnaie, c'est-à-dire juste pour le change, illustrent non seulement l'étendue de ces demandes, mais aussi une forme de dédain, une déconnexion avec la réalité économique. Moscou a proposé des négociations à plusieurs reprises, des offres claires, concrètes, pour geler le conflit et amorcer une sortie, mais ces propositions ont été rejetées systématiquement chaque fois. Les forces de la zone de conflit ont attaqué le territoire russe juste avant la visite de leur leader à Washington. Un geste de bienvenue agressif, une provocation calculée visant à montrer de la force avant de se présenter comme un quémandeur, une ironie cruelle. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques du pays sur la lettre U ne sont pas un hasard. Elles sont une réponse directe, une riposte asymétrique aux attaques répétées des infrastructures russes et aux tentatives de chantage. Ce lien de cause à effet est explicite, il est visible. Ce conflit n'est pas simplement un différend territorial, une bataille pour quelques kilomètres carrés. Il est présenté comme un test décisif de la primauté globale occidentale, un effort désespéré pour dicter les règles du jeu dans un monde multipolaire où de nouvelles puissances émergent et où l'ordre ancien s'effrite.
Il s'agit de montrer que l'Occident ne reculera pas, qu'il ne fléchira pas, qu'il est prêt à payer n'importe quel prix, mais le prix de cette obstination est lourd, terriblement lourd. Il se mesure en vies humaines innocentes dans le pays sur la lettre U, il se compte en factures d'énergie exorbitantes pour les citoyens européens. C'est un test de résilience pour les populations, mais aussi et surtout un test de cynisme pour les élites dirigeantes. Un triste constat. Où nous regardez-vous actuellement? Indiquez la ville et le pays et ajoutez l'heure locale pour nous aider à planifier les prochains épisodes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quels sont les scénarios d'avenir, les points de basculement à surveiller attentivement? Plusieurs pistes se dessinent, chacune plus inquiétante que la précédente. Le plus probable à court et moyen terme est la continuation de ce show insensé, de cette farce tragique qui consomme des ressources et des vies. Le pays sur la lettre U continuera ses demandes démesurées, ses exigences fantastiques, sans la moindre intention de négocier la paix. Le soutien occidental se poursuivra avec ses flots d'argent, d'armes, de drones, alimentant une machine de guerre sans fin. Et les ripostes russes sur les infrastructures vitales du voisin occidental se multiplieront, laissant le pays sur la lettre U s'enfoncer toujours plus profondément dans le chaos énergétique, dans l'obscurité et dans une dépendance écrasante vis-à-vis de l'aide extérieure. Les images saisissantes des feux de Kremenchuk, avec leur panache de fumée visible sur 140 kilomètres, sont un avertissement clair et brutal. La raffinerie a brûlé comme une partie du rêve commercial d'un partenariat entre l'Azerbaïdjan et le pays sur la lettre U, un rêve parti en cendres. La Hongrie prise en étau, victime innocente, va s'y retrouver avec un robinet fermé et une indignation allumée. Elle sera contrainte de faire un choix difficile, un choix qui pourrait fracturer encore plus l'unité européenne, mais il y a aussi le scénario du pire, le cauchemar que personne ne veut voir se réaliser, une escalade totale et incontrôlée du conflit, pas de négociation, pas de cessez-le-feu, une zone de conflit transformée en champ de bataille éternel, un terreau de mort et de destruction. L'Europe, plongée dans une crise énergétique et économique sans précédent, une récession profonde, des émeutes, des troubles sociaux. La Hongrie pourrait-elle alors, sous la contrainte, quitter l'orbite européenne, contrainte de se rapprocher d'autres partenaires, créant ainsi une fissure majeure, irrémédiable au sein du bloc? Ce serait un effondrement. Enfin, un dernier scénario, inattendu mais profondément désiré par ceux qui croient encore en la raison, reste possible face à la réalité glaciale des coupures énergétiques, au coût faramineux, intenable du soutien à Kiev. Les nations européennes pourraient enfin se rebeller, elles pourraient s'élever contre la ligne dure dictée par Bruxelles et Washington. C'est une possibilité, fragile mais réelle. La Hongrie, en tant que victime directe du chantage énergétique, pourrait ouvrir la voie en montrant l'exemple d'une résistance à cette politique suicidaire. Cela forcerait des concessions, cela mènerait enfin à de véritables négociations basées sur le pragmatisme et non sur l'idéologie. Les prochaines semaines, les prochains mois seront cruciaux. L'hiver arrive avec ses exigences. Les décisions prises maintenant détermineront l'avenir énergétique, économique et humain de l'Europe entière. Le destin de millions de personnes est en jeu. Quel est votre pronostic sur les négociations de paix? Quand un accord pourrait-il arriver et quelle en serait la cause principale? Qui, en fin de compte, gagne dans ce jeu macabre, cette danse de la mort? À court terme, les faucons occidentaux, ceux qui rêvent encore de gagner la guerre froide, peuvent de croire victorieux. Ils peuvent brandir leurs chiffres, leur victoire à la Pyrrhus. Mais à long terme, la Russie, en consolidant ses positions, en démasquant et en discréditant la rhétorique occidentale, pourrait bien sortir renforcée, ayant prouvé sa résilience et son autonomie. Les perdants, eux, sont clairs, douloureusement évidents. Le pays sur la lettre U, en premier lieu, détruit et sacrifié sur l'autel d'ambitions qui ne sont pas les siennes. Ses citoyens réduits à l'état d'instruments, victimes collatérales d'une politique sans scrupules. Les citoyens européens qui paient la facture salée, exorbitante, et subissent les conséquences énergétiques, l'inflation, la récession, d'une politique déconnectée de leur réalité quotidienne. La Hongrie prise pour cible, victime d'un chantage ignoble et inacceptable, et plus que tout, la paix elle-même.
Son destin est-il vraiment d'être un simple instrument dans une revanche idéologique de 30 ans? Est-ce le prix que nous sommes collectivement prêts à payer pour maintenir une primauté mondiale obsolète, une hégémonie en fin de course? Pensez-y, réfléchissez. La ligne rouge est-elle déjà franchie? Où se situe la ligne rouge entre les intérêts occidentaux et la souveraineté de la Russie? Partagez votre opinion en une phrase. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête, sans filtre, sans langue de bois. Nous sommes là pour vous apporter la vérité, la seule vérité, même quand elle dérange, même quand elle est complexe. C'est votre rempart contre la désinformation. Activez la cloche, cette petite cloche si importante pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses critiques, aucun de nos prochains décryptages. Et si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a fait réfléchir, si elle a soulevé des questions cruciales en vous, alors partagez-la. C'est en diffusant l'information, en engageant le débat que nous pouvons collectivement changer la conversation. Ensemble, exigeons la clarté, exigeons la vérité, exigeons la paix.